Merci, Yulia. Et puis, je pense que la présentation que Laurent et moi on a préparée pour vous, ça va venir être complémentaire à ce que Dr. Goyer a présenté. En tout cas, puis après ça, ben, je pense que la discussion pourra être commune là, pour les deux présentations. Donc, euh, aujourd'hui, un peu comme Dr. Goyer, on n'a pas beaucoup de temps, mais on veut vous parler de beaucoup de choses. Alors, on va faire un survol rapide de 5 thèmes en lien avec les troubles concomitants de douleurs chroniques et d'usage d'opioïdes. On rentrera pas en détail dans des méthodologies de recherche et tout ça parce qu'on voulait toucher un petit peu l'essence des grands constats qui ressortent des travaux qu'on a réalisés au cours des dernières années. Mais si vous sentez que vous restez sur votre faim par rapport aux détails, ben, je vais vous inviter, vous allez voir dans une des dernières diapos, il y a des liens vers d'autres publications, d'autres présentations qu'on a réalisées dans les dernières années qui sont disponibles. Donc, ce dont on veut vous parler aujourd'hui, 5 thèmes. On veut vous parler des liens entre douleurs chroniques et troubles liés à l'usage d'opioïdes, de traitements soutenus par des données probantes pour la double problématique, d'expériences de service pour les patients qui ont la double problématique, de perspectives de cliniciens pour améliorer les services et d'une stratégie de prévention du trouble lié à l'usage d'opioïdes chez les patients qui ont de la douleur chronique et qui ont des opioïdes prescrits à long terme. Et à travers tout ça, vous allez voir qu'on va traiter en filigrane aussi de la notion d'utilisation judicieuse des opioïdes. Donc, en commençant, je voudrais rappeler que la douleur chronique, c'est-à-dire la douleur qui persiste plus que 3 mois, et les troubles d'usage d'opioïdes surviennent souvent en concomitance. Et chez les personnes qui présentent un trouble lié à l'usage d'opioïdes, on estime que c'est environ 55 à 62 qui vont présenter aussi de la douleur chronique. Et à l'inverse, chez les personnes qui ont de la douleur chronique et qui reçoivent des opioïdes prescrits à long terme, c'est environ 8 à 12 qui vont développer un trouble de l'usage des opioïdes. Et pour comprendre mieux les liens entre ces deux conditions-là, c'est important de s'intéresser à la manière dont un des deux problèmes peut conduire vers l'autre, et ça a été évoqué par Dr. Goyer. De manière un peu plus systématique, là, à partir de la littérature, chez les personnes qui ont de la douleur, on identifie 3 principaux processus qui peuvent mener vers le trouble d'usage d'opioïdes. Donc, le premier, c'est l'automédication avec des opioïdes de rue. Dans nos travaux qualitatifs des dernières années, quand on demandait aux gens de nous parler de la fonction qui était remplie pour eux par les opioïdes qu'ils achetaient dans la rue, la très grande majorité nous disait que les opioïdes servaient pour eux à gérer une souffrance physique et souvent aussi une souffrance psychologique. Le deuxième processus qui peut mener de la douleur vers le trouble de l'usage des opioïdes s'inscrit dans un contexte de prescription. Donc, chez certaines personnes qui ont déjà des enjeux d'usage de substances, la prescription d'opioïdes va venir catalyser un trouble de l'usage des opioïdes, alors que chez d'autres personnes qui n'ont pas d'antécédent d'usage de substances, le développement du trouble de l'usage d'opioïdes va pouvoir être peut-être un peu plus insidieux à travers des escalades de doses d'opioïdes qui vont devenir de plus en plus élevées, un peu comme Dr. Goyer l'a décrit, c'est-à-dire que même si les bénéfices sont de moins en moins évidents et que les inconvénients prennent de plus en plus le dessus, on continue à escalader les doses. Le troisième processus qu'on voit dans la littérature qui mène de la douleur vers le trouble de l'usage des opioïdes, lui aussi s'inscrit dans un contexte de prescription, mais il est caractérisé par une interruption abrupte de la prescription chez une personne qui a déjà une dépendance physique, parce que vous le savez, même s'il n'y a pas de trouble d'usage, les opioïdes créent une dépendance physique et si on arrête la prescription brusquement, la personne va tomber en sevrage et c'est dans certains de ces cas-là où elle va aller s'approvisionner dans la rue. Donc ça, c'est pour les cas où la douleur mène vers le trouble de l'usage des opioïdes. Et à l'inverse, le trouble de l'usage des opioïdes peut contribuer au développement de la douleur. Et ici aussi, il y a 3 processus qui sont recensés par lesquels la douleur chronique peut s'installer chez les personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes. Donc, le premier processus, c'est le développement de pathologies qui sont liées au trouble de l'usage des opioïdes. On peut penser, par exemple, à des complications liées aux opioïdes ou à l'injection. Par exemple, des infections qui vont venir générer de la douleur chronique chez les personnes. Le deuxième processus, c'est les blessures ou les accidents, parce que parfois, le mode de vie qui accompagne le trouble de l'usage des opioïdes peut être caractérisé par des prises de risques,
peut être associé à un nombre plus élevé d'accidents et à une moins bonne récupération en cas de blessure. Et le troisième processus, il est relié à l'hyperalgésie parce que l'usage d'opioïdes à long terme peut affecter la perception de la douleur, peut affecter la tolérance à la douleur et donc l'hyperalgésie implique que la personne va ressentir une douleur qui est plus élevée que celle qui serait normalement provoquée par un stimulus. Et j'aimerais passer la parole à Laurent parce que Laurent, en fonction de ton expérience d'animation de groupe d'entraide en douleur, tu as eu l'occasion d'avoir accès à plusieurs expériences et tu me parlais de la manière dont le mésusage peut s'installer de manière assez insidieuse ou comment ça peut s'installer finalement chez les personnes qui ont des prescriptions d'opioïdes. Je ne sais pas si tu voudrais nous dire quelques mots là-dessus. Oui, en fait, au début d'un trauma, quand on commence à vivre avec de la douleur, la plupart des patients, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire cesser la douleur, trouver une façon de la traiter, peu importe comment, peu importe les effets secondaires ou les conséquences à long terme. Souvent, la médication va prendre beaucoup de place pour ces patients-là, puis un patient qui est mal averti peut facilement perdre le contrôle sur sa situation. Après un certain temps, quand on vient à apprivoiser un peu la douleur puis à être capable de fonctionner au quotidien avec, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul pour prendre conscience de ce qu'on prend comme choix, ce qu'on prend comme médication, puis c'est quoi les implications à court, moyen et long terme. Souvent, il ne faut pas oublier que l'hyperalgésie peut provoquer aussi des douleurs. Les effets secondaires peuvent provoquer des douleurs. Des fois, ça peut même aller jusqu'à créer de l'ostéoporose précoce chez certains patients, ce qui va aussi engendrer de la douleur. En fait, de prendre un peu de recul puis d'être conscient de ce qu'on prend comme consommation de médicaments, peu importe que ce soit des opioïdes ou d'autres, je pense que c'est une bonne pratique pour les patients. Merci Laurent. Je trouve que ce que tu apportes, ça nous donne vraiment une meilleure compréhension de comment une situation peut, entre guillemets, déraper et comment le patient peut avoir aussi peut avoir du pouvoir sur sa trajectoire à la lumière de ce que tu viens de nous dire. Absolument. Quand les deux problèmes sont installés, qu'on est devant un trouble concomitant de douleur chronique et un trouble lié à l'usage des opioïdes chez une personne, quels sont les traitements soutenus par des données probantes qui permettent d'adresser simultanément les symptômes des deux conditions? C'est ce qu'on a voulu savoir avec mes collègues et c'est pour ça qu'on a fait une revue de littérature qui a été publiée en 2024, puis qui a permis de mettre en relief que les traitements paragonistes opioïdes, comme la méthadone ou la buprenorphine, Dr Goyer en a parlé tantôt, sont des traitements qui sont efficaces pour réduire à la fois les conséquences du trouble de l'usage des opioïdes et de la douleur. Et l'ajout de thérapies, comme par exemple la thérapie cognitive comportementale ou certains programmes de pleine conscience, en combinaison avec le traitement paragoniste opioïde, peuvent aussi améliorer les résultats en ce qui concerne les impacts de la douleur et du trouble de l'usage des opioïdes chez les personnes qui présentent les deux conditions. Par ailleurs, c'est bien établi dans la littérature, puis ça réfère à ce qu'on a discuté tout à l'heure, que le traitement optimal repose sur une approche qui est combinée, qui est multimodale, qui est interdisciplinaire, qui est intégrée, qui vise à traiter à la fois les causes et les conséquences biopsychosociales de la douleur et du trouble de l'usage des opioïdes. Et ça implique une approche dans ce contexte-là qui est individualisée, où les besoins du patient vont être répondus par différents professionnels de la santé, que ce soit des médecins, des psychologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, qui peuvent provenir de plusieurs domaines comme la dépendance, la douleur, la santé mentale, qui vont pouvoir collaborer avec le patient, mettre en commun les expertises pour le bénéfice là, du patient en concertation avec lui. Je veux aussi vous partager à travers ce survol thématique quelques grands constats qui sont ressortis des différents travaux qualitatifs que j'ai menés avec mon ancien directeur de thèse, Michel Perrault, dans les dernières années, auprès des personnes qui ont vécu cette double problématique-là. Quand on demandait dans nos entrevues qualitatives aux gens de nous parler de leurs expériences de service, on leur demandait qu'est-ce qui les avait aidés, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Il y a des grands thèmes transversaux qui sont ressortis, mais celui qui ressortait le plus concernait la relation thérapeutique et les attitudes des professionnels. Et c'est pas surprenant quand on sait que cette double problématique-là vient avec un double stigma. C'est des personnes qui rapportaient dans les entrevues, ça te fait dire des choses comme tu veux pas t'aider, tu prends la place de quelqu'un d'autre qui mériterait plus,
t'as pas vraiment mal, tu veux juste des médicaments ou de la drogue. Donc, c'est le genre de choses que certaines personnes rapportent avoir entendu ou ressenti. Il y a aussi des gens qui rapportent avoir reçu des interventions médicales douloureuses sans analgésie ou sans analgésie adéquate et qui attribuent cette situation-là justement au double stigma qu'ils ont vécu. Et pour ces gens-là, ben, ils peuvent développer des craintes envers le système de santé, ils peuvent avoir peur de donner de l'information parce qu'ils se disent ça va nuire à la qualité des services que je vais recevoir, ou ils peuvent simplement éviter d'utiliser les soins et services parce qu'ils ont peur de vivre de la violence physique ou psychologique dans les milieux de soins. Et à l'inverse, quand les gens racontent des histoires d'alliances thérapeutiques, d'écoute, d'accueil, de gentillesse, d'empathie, ils sont tellement reconnaissants, surtout que dans les entrevues qu'on a menées, les personnes avaient souvent passé à travers beaucoup d'interactions négatives avant de rencontrer des cliniciens qui les ont accueillis chaleureusement. Et certaines personnes insistaient sur le fait que juste de sentir que les cliniciens faisaient de leur mieux pour les aider, ça leur apportait vraiment déjà beaucoup de réconfort, nonobstant l'efficacité des traitements finalement qu'ils recevaient. Après ça, le traitement par agoniste opioïde, je l'ai dit tantôt, c'est la composante de base du traitement du trouble concomitant. Plusieurs personnes ont rapporté dans les entrevues des impacts vraiment positifs pour la réduction de leur douleur, pour la gestion de leur trouble d'usage d'opioïdes. Et comme le dit Dr Goyer, c'est sûr que c'est des traitements, par contre, qui sont traditionnellement très encadrés, qui peuvent comporter beaucoup d'irritants en termes de déplacement quotidien à la pharmacie pour aller chercher les médicaments puis les prendre devant le pharmacien. Et ça peut devenir encore plus que des irritants quand les personnes, ben, à cause de la douleur, ont des enjeux de mobilité réduite, par exemple, ou à cause des conditions socio-économiques dans lesquelles ils sont, des enjeux de transport, des conflits d'horaire avec le travail. Donc, dans une perspective d'utilisation judicieuse des opioïdes, pour les cliniciens qui se questionnent à savoir s'ils peuvent assouplir les contraintes du traitement par agoniste opioïde, je vous invite à voir le guide dont Dr Goyer a parlé tout à l'heure, qui contient un outil d'aide à la réflexion pour l'octroi des doses non supervisées. Et finalement, un petit mot sur le thème de l'accès, qui comporte beaucoup de dimensions pour les personnes qu'on a rencontrées, mais particulièrement pour les personnes qui avaient développé un trouble d'usage en contexte de prescription, qui n'avaient pas d'antécédents de troubles liés à l'usage de substances. Ils étaient vraiment perdus dans l'univers de l'offre de services en dépendance, ont eu beaucoup de difficultés à trouver et accéder aux services pour obtenir des soins appropriés. Donc, c'est des gens qui ont fait vraiment un parcours du combattant pour aller trouver les services. Et je m'arrête là-dessus parce que je veux entendre Laurent. On a discuté ensemble de ces résultats-là préalablement, puis il y avait des thèmes qui résonnaient pour toi, Laurent, en termes d'alliance thérapeutique notamment, puis d'accès. Oui, mais on sait tous que l'accès aux soins, c'est vraiment pas évident, surtout en douleur. Puis ça peut même prendre des fois quelques années. Souvent, les délais liés à ces attentes-là, ça force les patients à prendre des décisions qui vont pas nécessairement dans le bon sens. On va essayer des thérapies qui sont pas nécessairement les bonnes ou essayer de se traiter de différentes façons. Puis finalement, on se nuit plus qu'on s'aide. Souvent aussi, pour aider les patients en situation de mésusage ou simplement pour les éduquer, je pense qu'un ajout d'un spécialiste en toxicomanie directement dans les cliniques de la douleur, ça pourrait probablement aider beaucoup ces patients-là, ne serait-ce que justement pour les éduquer, leur donner le minimum d'informations, à savoir quand est-ce qu'il faut que je porte attention à ma situation, qu'est-ce qui peut me donner un cri d'alarme ou des choses comme ça. En même temps, les professionnels en toxicomanie pourraient mieux comprendre c'est quoi le contexte d'un patient qui vit avec de la douleur. Fait qu'ils pourraient adapter ces interventions en fonction que c'est un patient qui est en douleur et non seulement en toxicomanie. Puis en même temps, il pourrait avoir une certaine collaboration avec le personnel soignant dans ces cliniques-là pour qu'eux aussi puissent être au fait des problèmes de toxicomanie qui peuvent être vécus par ces patients-là, par la bande en même temps. Fait que c'est beau de traiter la douleur, mais il faut aussi être conscient que on peut se ramasser avec d'autres problématiques plus sévères à long terme. Hmm. Merci Laurent, c'est vraiment une belle recommandation, puis ça met vraiment bien la table sur le prochain thème qui porte sur justement les perspectives des cliniciens. Puis les cliniciens abordent beaucoup cette question de la collaboration interdisciplinaire entre les domaines, notamment de la douleur et de la dépendance. Dans les dernières années, dans les travaux qu'on a menés, j'ai eu la chance de rencontrer des dizaines de professionnels qui travaillent avec des personnes qui présentent la double problématique. Et la perspective sur l'amélioration des services pour ces cliniciens-là s'articulait principalement autour de trois grands thèmes qui recoupent assez bien ceux qui sont évoqués par les patients, c'est-à-dire la relation, les options thérapeutiques, puis l'organisation des services.
Parce que le fait de prendre du temps avec les gens, de les écouter, de leur donner de l'information sur leur santé, sur leurs options, de leur donner des outils pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, tout ça, bien évidemment, ça contribue à bâtir la relation thérapeutique puis à donner aux gens du pouvoir sur leur vie. Et ces éléments-là ont été nommés autant dans une perspective de prévention du développement de la double problématique que dans une perspective de traitement quand les deux problèmes sont installés. En termes d'options thérapeutiques pour réduire la douleur ou les impacts de la douleur chez les personnes qui ont les deux conditions, les cliniciens qu'on a rencontrés ont beaucoup parlé de leurs préoccupations concernant les inégalités sociales de santé en lien avec l'accès aux options non pharmacologiques. Tout ce qui est psychothérapie, physio, ergo, c'est des services qui sont plus accessibles pour les personnes qui ont des moyens financiers, beaucoup moins accessibles pour les personnes qui sont dans des contextes socio-économiques plus marginalisés et qui sont par ailleurs plus susceptibles de présenter la double problématique. Et deux mots sur l'organisation des services parce que je tiens à mettre l'accent sur comment ces cliniciens-là accordent une importance majeure au travail interdisciplinaire, intersectoriel, à quel point c'est important pour eux d'offrir une approche globale et bien concertée avec les partenaires, mais comment malheureusement des fois l'organisation des services favorise pas toujours ce type de pratique-là. Et je repasse toujours encore la parole à Laurent qui va pouvoir nous éclairer plus à fond parce que la question des approches non pharmacologiques puis de l'accessibilité socio-économique, on en a jasé ensemble. Oui, bien effectivement, je fais partie des patients qui n'ont pas été en mesure de reprendre le travail. Fait que c'est sûr que ça a un impact majeur sur les revenus, sur la couverture en assurance médicale, tu sais, puis sur les moyens qu'on a, bref, pour aller chercher d'autres types de thérapies. Fait que c'est sûr que si on n'est pas en mesure d'aller chercher d'autres professionnels de santé, on va avoir plus tendance à se fier à la pharmacologie parce que ça, on est capable d'y avoir accès. Puis c'est pas nécessairement toujours la meilleure des options. Fait pour garder le contrôle sur les douleurs ou pour réduire la consommation de médicaments, souvent les patients doivent aller vers autre chose, tu sais, comme l'acupuncture, la massothérapie ou des thérapies qui sont très efficaces, mais très coûteuses aussi. Fait que c'est pas toujours évident quand on n'a pas la couverture d'assurance puis l'accès à ces traitements-là. Fait que, le fait de mieux éduquer les patients sur c'est quoi ces avenues-là, puis les conséquences de ne pas les prendre ou de prendre d'autres choix, ça peut être une avenue que les médecins pourraient prendre, tu sais, au moins d'éduquer les gens, de leur laisser savoir là, qu'est-ce qui est accessible. De leur remettre du pouvoir aussi là, sur leur propre vie et leur traitement. Oui. Et dans cette optique-là, justement, on voulait vous parler d'un projet qu'on mène actuellement qui est financé par le RQRD, qui s'inscrit justement dans une perspective de prévention des troubles de l'usage des opioïdes chez les personnes qui reçoivent des opioïdes. Et c'est la dernière diapo, je vous rassure. En amont du TEO, hein, lorsqu'il n'y a pas de trouble d'usage qui est installé, pour les personnes chez qui les opioïdes pour la douleur chronique se mettent à impliquer plus de risques et d'inconvénients que de bénéfices, on s'intéresse à la notion de déprescription, c'est-à-dire la réduction très progressive des opioïdes. Et au début, dans notre consortium de recherche sur l'utilisation judicieuse des médicaments, on s'était dit que ce serait important de travailler sur les obstacles, les facteurs qui facilitent la déprescription d'opioïdes, sauf que finalement, il y a déjà beaucoup de littérature là-dessus. Et dans cette littérature-là, ce qui ressortait, ben, un élément qui ressortait, c'était que les prescripteurs disaient qu'il n'y avait pas assez d'outils pour accompagner ce processus de déprescription-là. Et donc, on s'est mis à recenser les outils d'accompagnement à la déprescription qui existent et on mène un projet où on est en train d'évaluer ces outils-là et on va débuter des consultations avec des prescripteurs et des patients pour savoir si ces outils-là sont connus, s'ils sont utilisés, s'ils gagneraient à être améliorés pour mieux répondre aux besoins. Donc, c'est les questions qu'on se pose dans ce cadre dans le cadre de ce projet-là qu'on est en train de mener et dont Laurent fait partie. Laurent, tu es dans l'équipe de recherche à titre de patient partenaire, puis peut-être pour clore notre présentation, tu pourrais nous dire pourquoi c'est important pour toi de travailler sur ce thème-là. Ben, ça fait 15 ans que je vis avec des douleurs chroniques. J'ai pas eu un parcours facile. Passé au travers des thérapies de reconditionnement, de rééducation, de tous les essais de médicaments, etc. C'est un parcours qui est long et compliqué. Pas facile à vivre, pas facile à vivre pour nos proches non plus. Donc, personnellement, ce que je trouvais le plus difficile aujourd'hui, par contre, c'est de vivre avec les effets secondaires à long terme de la médication, tels que la perte des dents, le déséquilibre hormonaux, il faut que je prenne toutes sortes de médicaments pour contrôler les effets secondaires. Fait que toutes ces complications-là, je trouve que c'est pas quelque chose qui est facile à vivre pour un patient, en plus de devoir dealer avec de la douleur au quotidien.
dans mon parcours, j'ai vu beaucoup de patients qui ont entamé un sevrage, un arrêt complet ou une réduction de leur médication pour diverses raisons, telles que trop d'effets secondaires, il n'y a pas assez d'efficacité, trop de médicaments, tu sais, ça ne rentre plus dans la dosette, il n'y a plus de place, trop de médicaments qui contrôlent tous les effets secondaires. Des fois, ça peut être la pression des proches, d'un employeur. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de réduire leur consommation en médicaments, mais ils ne sont pas toujours très bien aiguillés là-dedans. Fait que d'avoir un meilleur encadrement, un meilleur tu sais, encadrement professionnel des services de santé, je pense que ça peut être un bon bénéfice pour les patients. Fait que personnellement, le message que j'adresserai aux patients, c'est euh, à rester informé sur c'est quoi le processus qu'on doit absolument faire avec notre médecin. C'est quoi aussi dans quelle situation propice pour réduire les médicaments. Tu sais, qu'est-ce qui vous aiderait à mieux vivre au quotidien? Puis sachez aussi que c'est pas obligé de partir du médecin ou du personnel soignant de la requête de réduire vos médicaments. Ça peut partir du patient. Il suffit d'aller voir votre pharmacien, d'aller voir votre médecin, puis d'entamer ces processus-là. Ça peut être long. Si on fait ça de façon bien ordonnée et tu sais, long dans le temps, généralement, on ne vit pas avec trop de souffrance ou trop d'effets secondaires ou de symptômes de sevrage. Mais il faut le faire de façon encadrée. Pour ce qui est des médecins, ce que j'aurais envie de lancer comme message, c'est d'être à l'écoute de vos patients. Souvent, c'est pas juste la douleur qu'on veut régler. Des fois, ça peut être tu sais, des changements dans la routine de sommeil, dans la qualité de vie, mais c'est pas juste la douleur qu'on veut traiter. À un moment donné, on vient qu'à à passer outre le fait qu'on a mal à tous les jours, mais de passer outre le fait qu'on dort pas bien tous les jours, c'est pas mal plus dur. Fait que des fois, d'adresser différentes conversations avec les patients, ça peut être très bénéfique de ce côté-là. Merci pour ce mot de la fin.